On va plonger ensemble dans l'histoire d'une chanson qui a défini toute une génération. Le truc, c'est qu'à l'origine, ce n'était rien de plus qu'une blague. C'est une histoire pleine d'ironie et de malentendus. C'est assez incroyable. La question centrale est donc celle-ci. Et si l'hymne de toute une génération n'était au fond qu'une simple erreur? Parce que l'histoire derrière le morceau culte de Nirvana, eh bien, elle est beaucoup plus étrange que ce que la légende raconte. Pour bien comprendre, il faut partir d'un fait qui paraît dingue aujourd'hui. Au tout début, absolument personne ne croyait en cette chanson. Pour tout le monde, elle n'avait aucun potentiel. Aujourd'hui, bien sûr, c'est impensable. Smells Like Teen Spirit est l'hymne absolu du grunge. C'est plus qu'une chanson, c'est un son, une attitude, bref, le symbole de toute une époque. Et c'est là que toute l'histoire prend son sel. Il y a un fossé gigantesque entre ce que les gens ont perçu et ce que c'était vraiment. D'un côté, le monde a entendu un cri révolutionnaire. De l'autre, il y avait une blague privée et une chanson à laquelle même le groupe ne croyait pas une seconde. Alors comment une simple blague a-t-elle pu devenir un slogan planétaire? Pour le comprendre, il faut savoir que tout ne commence pas dans un studio d'enregistrement, mais sur le mur d'une chambre après une soirée bien arrosée. On est en 1990. Kurt Cobain est souvent avec Kathleen Hanna, la chanteuse du groupe punk féministe Bikini Kill. Une nuit, alors qu'ils ont fait la fête, elle attrape un marqueur. Et elle écrit ça sur le mur de Kurt. Lui, en voyant la phrase, il est fasciné. Il n'y voit pas une vanne, mais un slogan poétique, presque un manifeste anarchiste. Il trouve ça brillant. Il le garde dans un coin de sa tête, alors qu'en réalité, il est complètement à côté de la plaque. Et voilà la première et l'énorme ironie de cette histoire. Ce fameux Teen Spirit, ce slogan si puissant. C'était juste le nom d'un déodorant pour ados, celui que portait sa petite amie de l'époque. En fait, Kathleen Hanna se moquait simplement de lui en disant qu'il se sentait comme sa copine. Le titre est donc un malentendu. Voyons maintenant comment ça s'est transformé en chanson. Parce que la musique elle-même, elle n'a jamais été pensée pour être prise au sérieux non plus. Quand Nirvana entre en studio pour enregistrer l'album Nevermind, Kurt Cobain a une idée fixe, se moquer de la musique pop. Son plan, écrire le morceau le plus calibré, le plus prévisible possible. Une vraie parodie de ce qui passait à la radio. Et pour ça, il ne va pas chercher bien loin. Il va carrément s'inspirer de la structure d'un morceau de Boston, More Than a Feeling. Il applique la recette du tube à la lettre. Des couplets tout doux, pour faire monter la tension, et puis une énorme explosion sur le refrain. Simple, mais terriblement efficace. Le résultat, personne n'y croit. Le groupe lui-même se demande si ça vaut le coup d'en faire un single. Leur label trouve ça beaucoup trop bruyant, trop sale, et même Kurt Cobain est mal à l'aise. Il a peur que ce morceau un peu trop pop ne trahisse l'esprit punk de Nirvana. Mais voilà, pendant que ses créateurs la rejetaient presque, le public, lui, allait avoir une réaction, disons, radicalement différente. Une véritable explosion. Le jour où le clip passe sur MTV en septembre 1991, tout bascule. En quelques mois à peine, l'album Nevermind détrône Michael Jackson de la première place des classements. C'est un véritable raz-de-marée culturel. Cette seule chanson a redessiné tout le paysage musicain de l'époque. Les radios ont changé leur programmation du jour au lendemain pour passer du grunge, c'était la fin de l'ère du glam metal et le début d'un phénomène mondial. Et au cœur de cette tornade, Kurt Cobain se retrouve propulsé bien malgré lui, porte-parole de toute une génération. Un rôle qu'il n'a jamais voulu, jamais demandé, et qu'il a immédiatement détesté. Ce succès non désiré va créer un conflit terrible et très profond entre l'artiste et sa création la plus célèbre. Un conflit qui allait le hanter jusqu'à la fin. Plus la chanson devenait célèbre, plus Kurt la rejetait, et de manière très violente. Il a commencé à la saboter en plein concert. Parfois, il refusait de la jouer. D'autres fois, il la massacrait volontairement. Ou alors, il changeait les paroles pour s'en moquer devant des milliers de personnes. Il finira par l'admettre très simplement en interview. Cette chanson, ce succès monstre, c'était devenu un fardeau. Une sorte de prison dorée peut-être, mais une prison quand même. Et c'est ça, l'ultime et tragique ironie de Smells Like Teen Spirit. La chanson qui a tout changé pour la musique est aussi celle qui a enfermé son propre créateur dans une image qu'il a toujours refusée. On termine donc avec cette question. Une blague, un malentendu, est-ce que ça peut devenir une révolution? L'histoire de Smells Like Teen Spirit prouve que oui. Elle montre qu'une fois qu'une œuvre est lâchée dans le monde, elle n'appartient plus vraiment à son auteur. C'est le public qui lui donne son sens.